Comme annoncé tout à l'heure, nous allons sans plus tarder démarrer l'activité qui nous réunit ici. Mais permettez-nous déjà, à l'entame de ces propos, de saluer tout le monde ici présent, en commençant par Monsieur le maire, le magistrat de la ville, Monsieur le président de l'ARD, Mohamed Sarr, et les autres présidents également d'ARD au niveau des autres universités ici représentées ou présents, nous vous saluons. Nous remercions et nous saluons chaleureusement aussi nos conférenciers, M. Tofen Diom, mais également M. Mamadou Sarr, ici présent. Monsieur le doyen Cheikh Kaling, vous avez nos salutations et nos remerciements particuliers. Et sur ça, nos doyens, Papa Lamine Bass, ici présent, et tout le monde. Sans plus tarder également, permettez-moi, Monsieur le Président, de remercier et de féliciter les bacheliers et les bachelières de cette année 2024. Nous prions pour que cette sens et ce travail, ce courage qui vous a amené au rang de bachelier vous accompagne jusqu'à la fin de votre cursus académique, scolaire et académique, excusez-moi. Et une fois que ce diplôme académique obtenu, que ça vous facilite l'intégration dans le milieu professionnel, accompagné d'une riche et longue carrière professionnelle. En tout cas, conscient de cela, l'ARD s'est mis dans ses politiques, dans ses activités depuis des années, à organiser des activités de ce genre, portant sur un forum d'orientation, d'accompagnement, de conseil et même d'inscription, d'enrôlement sur la plateforme Campus N. Et donc, à l'équipe de 2023-2024, encore nos remerciements d'avoir réitéré cette tradition très chère à l'amicale. Comme vous le saviez déjà, la journée d'aujourd'hui aura pour thème central le système LMD, 2 points, difficultés du terrain et passerelles. Et donc nous avons également la chance d'accueillir 2 d'éminents conférenciers, professeurs, qui vont vous parler de ce thème. Mais puisque le temps nous est un peu compté, nous leur demandons aussi de faire le maximum en peu de temps. Ça sera difficile, mais ils sont capables de le faire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette cérémonie par les allocutions. Après les allocutions, nous allons commencer la conférence. Après la conférence, nous allons passer au 3e point, la présentation des différentes universités et instituts de formation ici au Sénégal. À partir de là aussi, à tout moment, le chronogramme peut être retouché, d'accord, en fonction de l'avancement qu'on aura de cette cérémonie-là. Et donc, Monsieur le Président de l'ARD, pour les allocutions, nous allons vous laisser le discours d'ouverture. Il sera suivi également du parrain, s'il est là. Sinon, on va enchaîner avec le président d'honneur, Dr Cheikh Kaling. Et à tout moment, dès que le parrain est là, nous lui laisserons le temps également de prononcer son discours. Monsieur le Président de l'amicale, Mohamed Sarr, à vous la parole pour votre allocution d'ouverture. Parrain éminent de notre événement, Mesdames et Messieurs les autorités administratives et académiques, Monsieur le Président d'honneur, distingués conférenciers, chers nouveaux bacheliers et distingués assistants, c'est avec une émotion profonde et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui en tant que le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Diofior. Nous nous trouvons rassemblés pour un événement de la plus haute importance, un forum d'orientation destiné à éclairer la voie de nos nouveaux bacheliers, jeunes espoirs de notre communauté.
Ce forum se veut un phare guidant ces jeunes esprits dans le labyrinthe des opportunités universitaires. Notre objectif est de leur fournir une compréhension claire et détaillée des exigences et des perspectives offertes par les différentes universités. Nous visions à démystifier les divers parcours académiques, à exposer les multiples facultés et leurs débouchés, et à offrir des conseils avisés pour les aider à tracer leur chemin vers un avenir prometteur. La journée sera marquée par une conférence d'une importante capitale centrée sur le système de LMD. Ce thème d'une actualité brûlante nous permettra d'explorer les complicités et les défis du terrain, ainsi que les passerelles existantes qui facilitent l'adaptation et la réussite de nos étudiants dans ce cadre académique exigeant. Je tiens à saisir cette tribune l'engagement associatif. S'impliquer dans l'amicale n'est pas seulement un acte de solidarité, mais un impératif pour le renforcement de notre cohésion communautaire. La vie associative est le socle de résilience collective, un espace où nous pouvons mutualiser nos forces pour atteindre nos objectifs communs. Par ailleurs, je voudrais adresser un appel appuyé à Monsieur le maire et à l'ensemble des autorités présentes. Il est crucial que nous prenions acte des défis auxquels sont confrontés nos étudiants. Votre soutien est indispensable pour surmonter les obstacles et à garantir chaque étudiant l'accès aux ressources nécessaires pour s'épanouir académiquement et professionnellement. Un engagement cru de votre part serait un gage de notre succès collectif. En conclusion, permettez-moi d'exprimer ma profonde reconnaissance à notre parrain, Monsieur le maire, pour son soutien impérable et son engagement envers notre cause. Je remercie chaleureusement nos distingués conférenciers pour leur disponibilité et leur générosité intellectuelle. Merci à vous, honorables invités, pour votre présence précieuse et à tous les membres des amicales pour leur dévouement exemplaire. Puisse cette journée être riche en enseignements et en découvertes et qu'elle marque le début d'un parcours académique et professionnel couronné de succès pour nos nouveaux bacheliers. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Chers collègues éminents conférenciers, chers bachelières, chers bacheliers, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici, dans ce foyer des jeunes de la commune de Diofior, à l'occasion de cette conférence de l'amicale ou du collectif des amicales des étudiants de Diofior. C'est une occasion pour rappeler aux étudiants l'importance de la vie associative. Je vais donc axer mon propos sur l'importance de la vie associative. Je dois d'abord féliciter les bacheliers et leur dire qu'ils commencent leurs études. Vous étiez des élèves, vous êtes des étudiants, donc vous commencez vos études. Vous êtes en première année, j'allais dire au CI. Là, vous savez lire et écrire. Il convient maintenant de faire le boulot. Il y a à côté des oiseaux de mauvais augure qui vous diront c'est pas possible. On va vous citer sur 100 personnes peut-être 60 échecs ou 50 détournements d'objectifs et ainsi de suite. Il ne faut pas écouter, il faut y croire. Si le doute s'installe, vous avez déjà perdu la moitié du combat. Donc il faut y croire et je vous souhaite d'excellentes études universitaires, une belle carrière universitaire.
Pour revenir à mon propos sur l'importance de la vie associative, vous savez que si on est là réunis aujourd'hui, si je vous convoquais tous chez moi pour vous parler, certainement il y aurait 5 personnes. Donc c'est parce qu'il existe une association que cette organisation est possible et que vous pouvez profiter des connaissances et des conseils des conférenciers. Donc je vous exhorte à vous engager dans la bonne marche des amicales, quelle que soit l'université dans laquelle vous êtes invité. On vous dira là aussi que bon, c'est une perte de temps. Je pouvais vous citer une longue liste de cadres aujourd'hui de Diofior, à commencer par ceux qui sont autour de la table, qui, pendant toute leur carrière, ont joué un rôle éminent dans les amicales, et c'est un autre apprentissage. Au moment où vous allez faire histoire, géographie, physique, sciences politiques, et ainsi de suite, vous apprenez à travailler au contact des hommes à travers les amicales. Nous autres, la première fois que nous avons pris un micro pour parler en public, c'était à l'occasion des journées des amicales. Donc je vous encourage à vous engager dans la vie de l'amicale. Et enfin, pour cette amicale même, je demande aux étudiants de s'engager davantage dans la bonne marche de la communauté. Ce que l'on observe de plus en plus, c'est des sollicitations des amicales à l'occasion de leurs activités. Mais si la population ne sent pas la présence de l'amicale, si on ne vous sent qu'à travers comment dirais-je, les journées, moi j'avais prôné qu'on laisse aux ASC l'organisation de Navetan, il y a suffisamment d'associations pour ça, et que les amicales s'engagent davantage dans, disons, ce qu'on appellerait le service à la communauté. La journée de l'arbre aujourd'hui, demain les cours de vacances, ainsi de suite, des journées de sensibilisation, et donc l'amicale doit pouvoir être à l'avant-garde de ces combats pour le développement de la commune. Donc voilà quelques mots que je voulais dire et disons, je suis confiant de la qualité des propos qu'on va entendre parce qu'on est en face de connaisseurs, des gens qui ne sont pas dans la théorie mais qui vivent, disons, le fonctionnement de l'université, des universités sénégalaises. Je vais parler de mon collègue Tofen Diom et de mon collègue et non moins jeune frère Mamadou Lamine Sarr. Donc je vous remercie pour votre aimable attention. Et intervenant à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD. Donc vous avez la chance d'avoir un universitaire de ces présentations. D'accord. Donc je vais lui laisser faire la présentation des différents conférenciers. Oui, en commençant par dire que ce sont 2 fils de Diofior, donc Mekende ou Anyamasa, Yandetan Siraha, Yandetan Ingaka Angara, comme vous le faites. C'est ça qui est le sens de ma présentation. Et quand j'ai entendu intervenant, c'est ça qui m'a un peu fait, voilà. Parce que quand même, M. Tovendium est professeur assimilé, un jeune professeur, spécialiste de biologie. C'est pas rien. Il faut aller regarder le parcours qu'il faut pour être professeur. Je pense que je suis arrivé avant lui à l'université. Je suis encore maître de conférence titulaire. Et donc, il a un grade de plus que moi. Donc, si on était dans l'armée, je lui dois le salut. Donc, voilà un peu un spécialiste de ces questions-là, mais qui, comme je l'ai dit, connaît l'université et qui a vécu les réalités de l'université et qui va vous parler des transformations de l'université au cours de ces années. Mamadou Lamine Sarr est enseignant-chercheur, donc maître de conférences assimilées, c'est comme ça qu'on le dit, à l'UVS, spécialiste de sciences politiques. Donc voilà les 2 conférenciers que vous avez. Ce sont des professeurs connus et reconnus dans leur domaine, mais ce sont des pratiquants qui connaissent. On a la chance aussi d'avoir quelqu'un qui maîtrise l'environnement de l'UVS, qui a, disons, une certaine réputation, et quelqu'un qui est dans le grand campus de Dakar, qui a également une autre réputation, qui est différente des autres universités, les cures qui sont devenues des universités, c'est que le professeur Ibrahim Atioub appelait il y a quelques années des universités escaliers. C'est-à-dire que vous avez une université où, à côté, j'allais dire, de ces universités publiques, on a des universités, des écoles privées qui sont devenues des universités. Vous avez un seul bâtiment
ça ne fait pas une université, mais on l'appelle une université escalier. Donc, c'est tout cet écosystème qui peut être présenté ici, et soyez attentifs et notez et retenez sur tout ça. Et on va vous donner des pistes qui vont susciter la réflexion, et c'est ça qui va orienter vos choix au niveau de la plateforme campusenne. On aura l'occasion d'y revenir dans les débats. Donc voilà, je te laisse finaliser. Et donc, sans transition. Comme on vous l'a présenté, je suis Dr Mamadou Lamine Sarr, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, Université virtuelle du Sénégal, qui a été créée en 2013, donc nous avons à peu près une dizaine d'années d'existence. Je vais revenir peut-être sur cette université-là dans la période des questions. Lorsqu'on nous a présenté la thématique, j'ai eu au téléphone mon frère Tofen, et on s'est convenu d'une chose, c'est qu'il maîtrise mieux le système LMD que moi, pour des raisons que Chera a dit, et il va donc rentrer en profondeur. Je vais juste brosser les points généraux et revenir sur un aspect ou des aspects qui me semblent importants avant de parler de LMD, d'université, etc., comme vous allez le voir dans ma présentation. Alors, rapidement sur le LMD, comme vos grands frères ou grandes sœurs ont dû vous l'expliquer, c'est un système universitaire qui a été mis en place dans le monde depuis presque maintenant, il y a des pays qui l'ont connu il y a 30-40 ans. Au Sénégal, si je ne me trompe pas, c'est peut-être une quinzaine, vingtaine d'années maintenant. Nous, à l'époque, quand on était à l'université, il n'y avait pas encore le système LMD personnellement à l'UCAD. Donc c'est quelques années après que ce système est rentré en place. Et donc LMD comme licence, master et doctorat. Parce qu'avant, il y avait licence, maîtrise, DEA et doctorat. Et donc, on a simplifié tout cela, et on peut le dire, il n'y a pas de honte à dire cela. On l'a peut-être un peu copié du système français. Et donc, licence, 3 ans d'études après le bac, master, 2 ans d'études, ça fait 5 ans d'études donc après le bac, et le doctorat, normalement 3 ans. Mais comme vous pouvez le constater, des fois la thèse, c'est plus de 3 ans, pour des raisons, effectivement, que j'espère pour vous que vous allez consulter, en tout cas, que vous allez vivre, parce que le doctorat, à mon avis, c'est le meilleur voyage intellectuel qui puisse exister. Alors, donc, vous avez ce système LMD-là, et ce système donc, de licence, master, doctorat. Globalement, au Sénégal, vous avez 2 tendances. La licence, elle est peut-être générale, ou elle peut être spécialisée. Globalement, dans nos universités, elle est davantage générale, donc une licence générale, et les spécialités vont venir peut-être dans le master. Et ensuite, les gens vont pousser les spécialités au niveau du doctorat. Donc, vous faites une licence en histoire, à la fin, vous avez une licence en histoire. Vous faites une licence en sciences économiques, vous avez une science en sciences économiques et gestion peut-être. Et c'est après la licence, quand vous allez faire le master, où vous allez faire économie de l'environnement, économie de l'eau, etc. Gestion financière, et tout ce que vous voulez. Et après, vous poussez donc la réflexion sur un sujet qui vous intéresse au niveau de la thèse. Pour les formations générales, donc pour le parcours général, c'est un parcours qui, pour l'instant, on va revenir là-dessus dans la discussion peut-être, ne permet pas à beaucoup d'entre vous et d'entre nous, la licence générale, de s'insérer automatiquement après la licence. C'est très difficile. Parce qu'il n'y a pas encore cette passerelle-là qui a été consolidée dans nos différents pays pour que l'étudiant qui a la licence générale en histoire puisse travailler dans un centre culturel ou bien dans un lycée, etc. C'est en train d'être mis en place, il y a des efforts. L'avantage de pouvoir, peut-être, selon vos compétences, votre formation, de pouvoir vous insérer. Et si vous êtes attiré par le monde de la recherche, de la connaissance, ce que j'appelle la connaissance perpétuelle, c'est au niveau de la thèse, donc du doctorat, que vous allez pouvoir faire cela. Donc vous voyez, c'est vraiment un cadre général. Tofen va rentrer en profondeur sur, je pense, les équivalences entre les UE, les EC. Ce qu'on appelle les UE, c'est les unités d'enseignement. Donc vous avez licence 1 en histoire, il y a, on dit 3 unités d'enseignement. Et dans chaque unité d'enseignement, il y a un élément constitutif, il y a un cours. Ce que vous appeliez au lycée la matière. Donc on dit l'UE, histoire générale du monde. Donc il y a l'EC, je dis n'importe quoi, hein. Il y a l'EC, histoire du Sénégal, histoire politique du Sénégal, voilà. Et donc toutes ces différentes matières-là, dans les UE se compensent, les EC se compensent. Maintenant, les règles de compensation peuvent varier au niveau des universités.
ne vais pas trop entrer en profondeur, c'est peut-être un peu trop tôt pour vous. Et les différentes universités qui vont vous accueillir vont vous expliquer davantage ce process. Mais il y a 2 ou 3 points, ça va aller très vite. Donc quand tu parlais de 30 minutes, je pense en 15 minutes on peut terminer. Il y a 2 ou 3 points sur lesquels je voulais insister auprès de vous. Et c'est un discours, je ne le cache pas, que je tiens à chaque fois que des étudiants m'invitent pour des conférences ou des colloques, notamment pour les nouveaux bacheliers. Le premier point, c'est d'abord pourquoi ou qu'est-ce que c'est qu'une université. Pourquoi un jour, des gens se sont levés et on dit, tiens, on va créer une université. Pourquoi? On pouvait faire une école ou bien un dara ou bien autre chose. Pourquoi on a fait cela? Je ne vais pas rentrer, mon grand frère Cheikh Kaling maîtrise mieux ce sujet-là que moi, sur l'histoire des universités, sur les origines. Il y a toujours un débat sur quelles sont les premières universités. Certains considèrent que c'est à Constantinople, d'autres pensent que dans l'Égypte antique, on avait déjà des universités. Ça, je laisse mon grand frère vous parler de ça. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'à un moment donné, dans la production de connaissances, de savoir, et dans l'éducation et la formation des individus, c'est important, dans la formation et l'éducation des individus, on a mis en place des écoles, que ça vienne d'Occident ou d'Afrique ou d'Arabie, ce n'est pas ça le plus important. Mais sachez que ce qui est important, par contre, une parenthèse, c'est que votre continent, votre pays, ne sont pas en retard dans la diffusion et dans la création d'un cadre de connaissances. Ça, il faut que vous le sachiez. Et donc, on met en place des universités pour juste une chose, une mission, c'est de consolider, c'est de renforcer cette formation, cette éducation de l'humain, de l'individu, et d'en faire un humain véritablement. Un humain armé de quoi? De connaissances, comme disait Cheikh Anta. Et donc, dans ces universités-là, occidentales ou autres, l'objectif qui est derrière tout ça, tout ce on va vous parler, c'est qu'à la fin, quand vous allez sortir de l'université, que vous soyez un homme ou une femme différent de celui qui est rentré dans l'université, mais différent dans le bon sens. Si vous étiez moins responsable, à la fin, que vous soyez plus responsable. Si vous aviez moins de connaissances, qu'à la fin de votre master doctorat, que vous ayez plus de connaissances. Si vous étiez moins humble, qu'à la fin, que vous soyez humble. Donc, qu'à défara ou kin, qu'est-ce université? Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence entre l'université et les madrasas, les dara, par exemple. Parce que l'objectif final, c'est de faire l'humain et d'en faire un véritable humain dans toute sa splendeur. Donc, dites-vous que vous allez dans un endroit où on va vous éduquer, on va vous former, on va vous transformer en meilleur humain. Mais vous avez une grande part de responsabilité dans cette transformation-là. Je reviendrai là-dessus sur le deuxième point. Donc l'université, ça ne sert qu'à ça. Ce n'est pas aussi diable que ça. Ce n'est pas un conglomérat ou une secte où des gens se rencontrent, discutent entre eux. Non. C'est un cadre d'échange, de formation, d'éducation, d'humanisation. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est, comme il faut y aller, il faut donc s'y préparer. Comment on se prépare pour aller à l'université? Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit éviter quand on veut aller à l'université? Parce que certainement parmi vous, il y en a qui sont là, mais qui peut-être, d'ici quelques semaines, se diront, je ne veux pas aller à l'université. Bon, pour diverses raisons, certains ont les moyens, d'autres pas, mais qu'ils veulent aller faire autre chose. Et c'est tout à fait légitime. Il y en a qui vont faire des écoles de formation, il y en a qui vont faire d'autres universités ou des écoles privées, comme il y en a au Sénégal. C'est parfait. Mais même ces écoles et ces universités privées-là ont le même objectif que nos universités publiques. C'est encore une fois de vous former et de faire de vous des humains et de vous permettre de vous émanciper à la fin. Et donc, comment y rentrer? La première chose qu'un nouveau bachelier doit avoir, à mon avis, c'est d'avoir l'humilité et de se dire, je vais dans un endroit où celui qui connaît le moins possible. Je suis le moins connaisseur là où je vais. Et donc je vais être comme une machine qui aspire des connaissances, être à l'écoute.
Je vais observer, je vais poser des questions. Je vais assister à des débats, à des cours où je vais écouter l'enseignant, les professeurs qui en connaissent plus que moi, qui ont été des élèves avant moi. Donc c'est fondamental d'avoir ce petit recul et d'avoir ce sens de l'humilité que je pense que vous avez parce que vous ne seriez pas là sinon. Le deuxième point, par rapport toujours à cette question de comment y entrer, c'est de prendre en compte l'importance que vous avez pour vous-même et pour votre communauté. Et donc de se dire que ce que je vais faire à l'université, c'est d'abord pour moi, c'est certain, mais c'est aussi pour la communauté. Après ses études à Diofior et à Dakar, Dr Cheikh Kaling pouvait faire autre chose. Il pouvait voyager et servir ou rentrer dans le privé ou bien tout simplement aller dans un autre pays. Mais il a décidé de rester et de servir sa communauté. Comment? Ben, en formant d'autres personnes. En formant d'autres personnes. Certains parmi vous, je l'espère, vont servir leur communauté en devenant des médecins, d'autres des conseillers, des assistants sociaux, d'autres des enseignants, d'autres des policiers ou des gendarmes, etc., etc. Donc avoir le sens de l'estime de soi, avec l'humilité dont je parlais tout à l'heure, mais également être conscient de son rôle et de sa volonté individuelle, mais également pour la communauté à laquelle on appartient. Et il se trouve que vous appartenez à la communauté de Diofior. Mais pas seulement. C'est là où il faut faire attention. Vous appartenez également à une communauté beaucoup plus grande, qui est la communauté de notre nation. Et il y a une communauté qui est beaucoup plus grande, qui est l'humanité. Et chacun d'entre vous peut, d'ici quelques années, avoir une action, un comportement qui peut affecter l'humanité pendant des siècles et des siècles. Les gens qui ont créé des vaccins, l'aspirine, qui ont mis en place les universités, qui nous ont éduqués, ils ont impacté sur l'humanité. Mais quand si on leur avait dit ça il y a peut-être 50, 60 ou 100 ans, quand ils étaient étudiants ou étudiants en herbe comme vous, mais peut-être qu'ils ne l'auraient pas cru. Et donc ce que disait tout à l'heure Cheikh Kaling est extrêmement important, avoir confiance en soi. Se dire qu'il y aura des difficultés, mais je vais les surmonter parce que je suis humble, parce que je suis bien éduqué et parce que j'en veux. Et parce que les autres, les Cheikh Kaling et Lamine Sarr qui sont là, ne sont pas plus intelligents que moi. Mais je vais les écouter pour pouvoir les surpasser justement. Cheikh Anta Diop, pour qui on a un grand respect, un grand estime, a été formé par des individus. Mais certains de ses professeurs, il est peut-être arrivé à un niveau plus grand qu'eux. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, tous ceux qui sont sur la table, le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire, c'est qu'à un moment donné, qu'on vous voit à la télé, à la radio, ou qu'on sente que cet étudiant-là, c'était mon étudiant, et aujourd'hui, il a impacté sur l'humanité, il a impacté sur sa communauté, il est devenu quelqu'un. Pour un enseignant, c'est le meilleur cadeau, c'est la meilleure reconnaissance qu'un enseignant peut avoir. Et donc vous, en rentrant avec cette humilité-là, en rentrant avec cette soif de connaissance, cette volonté, vous avez alors les armes, ou en tout cas les armes les plus fondamentales pour pouvoir réussir à l'université. Toujours sur ce point-là, l'autre chose que peut-être sur laquelle on ne vous prépare pas assez, et nous-mêmes on ne nous a pas préparé, c'est pour ça quand on l'a traversé, on a eu un choc, c'est de se dire que la réussite et l'échec vont de pair. Donc n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur d'échouer. Et sans faire de langue de bois, vous allez échouer. C'est difficile, hein? Mais vous allez faire un devoir avec Dr Cheikh Kaling, vous allez avoir 5, parce que vous avez oublié quelque chose, et il faut qu'il vous note, même si vous êtes de Diofior, vous avez échoué à ce cours-là. Mais est-ce que c'est une raison pour abandonner? Non. Donc quand je parle d'échec, ça peut être l'échec le plus minime, mais qui doit vous enseigner quelque chose. Certains parmi vous ont peut-être fait le bac 1 ou 2 fois, ou 3.
Et pourtant, vous êtes là aujourd'hui. Vous avez donc survécu à l'échec. Et c'est l'état d'esprit que vous devez avoir en entrant à l'université. Quelles que soient les difficultés, quel que soit que je réussisse ou pas, je n'ai pas peur de l'échec. Donc je vais être à l'initiative. Je vais être le meilleur étudiant possible. Advienne que pourra après. Troisième point, l'université, comment on y entre. Mais après votre entrée à l'université, l'autre question qui se pose, c'est comment on se comporte, comment on fait pour y réussir alors, pour pouvoir sortir dignement. C'est ça la question. Vous savez maintenant où vous allez, vous savez comment faire pour y aller, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai pas tout abordé, on va pouvoir revenir sur les questions. La troisième question, c'est quand j'y serai, qu'est-ce que je dois faire? Et un étudiant, à mon avis, et en ce sens, on a habité ensemble à Niaritali, quelque chose qu'il n'a pas dit, il m'a beaucoup inspiré là-dessus. Il a toujours été quelqu'un qui avait soif de connaissances. Il ne se suffisait pas à ce qu'il connaissait, ou bien ce qu'il entendait, ou ce qu'il étudiait à l'université. Il lisait beaucoup. Je parle de Dr Cheikh, donc je le connais. Donc c'est ça qui doit être votre credo, en fait. Avoir soif de connaissances. Étudiant, Karefa Angas. Faut mais pour ken faut que waxel nak faut que waxel angasale faut que ta waxel. Donc cette soif de connaissance là, il faut que ça soit un élément qui vous accompagne tout le temps dans votre vie universitaire, en tout temps. Évitez les TikTok, les WhatsApp et autres, n'est-ce pas? Allez à la bibliothèque, lisez. Un étudiant doit, après la soif de connaissance, être quelqu'un d'extrêmement autonome. Au lycée, vous aviez chaque matière un enseignant qui vous suivait, -5, +2, pour vous accompagner, etc. À l'université, les enseignants, nous, on n'a pas ce temps-là. Et ce n'est pas un milieu pour ça. Donc si vous n'êtes pas autonome, si vous n'êtes pas responsable, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, sachez vos formations, votre emploi du temps, vos groupes, vos différents cours. N'attendez pas que l'enseignant vous dise des choses pour le faire. Allez-y vous-même, prenez des initiatives, soyez autonome. Vous étiez absent à un cours, essayez de récupérer le cours et de le réviser. Autonomie. Un étudiant est avant tout autonome. Pour y rester également, peut-être que c'est quelque chose qui est lié à la question que j'ai dite en amont, c'est également que l'étudiant doit faire les bons choix. Fondamentalement, vous, nouveau bachelier, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, en fait? Quel métier vous voulez faire? Dans quoi vous vous épanouissez? Ou bien dans quoi vous pensez que vous allez vous épanouir? Est-ce que c'est la médecine qui vous intéresse? Est-ce que c'est l'histoire qui vous intéresse? Est-ce que c'est la littérature qui vous intéresse? Est-ce que c'est le journalisme? Est-ce que c'est l'informatique? Donc vous devez consolider et savoir exactement ce qui vous intéresse. Et ce n'est pas papa ou maman ou le grand frère ou professeur Tofen ou professeur Kaling qui va vous dire ce qu'il faut faire. Non, eux ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Vous devez faire ce que vous voulez faire également. Parce que si vous ne le faites pas dans les moments difficiles, vous allez lâcher. Mais quand vous faites quelque chose dans les moments difficiles, vous allez vous accrocher parce que vous aimez ça et que vous avez un objectif clair là-dessus. Ananga ke bugona dara watin kerengten. Dara. Et enfin, je parlais tout à l'heure de servir et de s'épanouir dans la communauté. Quand vous serez dans cette université-là, ce qui va faire que vous allez être meilleur que les autres, que vous allez avoir une licence avec mention, un master avec mention, que vous allez travailler par la suite, ou bien que on va vous accepter en thèse, c'est non seulement donc tout ce que j'ai dit sur la soif de connaissance, sur l'autonomie, sur l'humilité, mais c'est également sur le comportement que vous allez adopter. Parce qu'on va vous juger également sur ça.
Le comportement. Quel doit être le comportement d'un étudiant? Un étudiant n'a pas le temps. Étudiant dit oui. Un étudiant doit s'engager pour la communauté, doit s'engager dans les mouvements associatifs, parce que c'est un magnifique cadre d'épanouissement social, sociétal et d'humanisation également. Un étudiant doit avoir l'esprit collectif également. Et se donner tous les moyens, tant qu'ils sont légaux bien évidemment, pour pouvoir justement réussir. Et parfois, c'est des choses toutes simples qui peuvent vous aider à accéder à un niveau que les autres n'ont pas. Je donne souvent cet exemple à mes étudiants. Le grand défaut qu'on a, le grand problème, ou le grand enjeu, ou le grand défi, que nous, notre génération, on a un peu connu, mais pas comme vous, c'est qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que vous êtes la génération qui est née avec Internet. Vous êtes la génération qui fait... Aucune génération dans toute l'histoire de l'humanité n'a connu ça. Vous êtes la génération qui fait face à un trop-plein d'informations. Il y a de l'information partout. Vous tapez quelque chose sur Internet, vous avez 1 milliard de réponses possibles. Il y a trop d'informations. Et vous êtes en même temps la génération à qui on demande d'avoir l'esprit critique et l'esprit de synthèse par rapport à ces informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre tout pour acquis, mais qu'il faut avoir les instruments pour pouvoir analyser ce qui vous entoure. L'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse. Et ça, c'est un défi de votre génération. Et une des clés pour résoudre ce défi-là, mais cette clé-là, vous ne l'aimez pas trop, c'est lire. La lecture, ce n'est rien d'autre par rapport au processus d'humanisation dont je parlais tout à l'heure, c'est l'élément le plus déterminant, à mon avis, dans ce processus d'humanisation, de connaissance, de perfectionnement de soi, de service à la communauté. Il faut que vous acceptiez de lire, même si c'est une souffrance pour vous. Lisez. Pourquoi? Je dis souvent à mes étudiants, là encore, que même quand Dieu a voulu parler aux gens, il l'a mis où? Dans des livres. Ce n'est pas un hasard que Dieu a mis la Bible, le Coran, la Torah. Ce n'est pas pour qu'on fasse des meubles, c'est pour lire. Donc c'est un message qu'on nous envoie. Ce qu'on connaît de l'Égypte antique aujourd'hui, de la Grèce, à part l'archéologie, c'est également la lecture. Maintenant, comment lire ou, je vais terminer là. Vous savez, on est donc du système LMD jusqu'à la lecture. Ça fait un long voyage. Mais je vous garantis que si vous me suivez, tout est lié. Vous prenez 10 pages par jour. Ça peut être un livre, un article, tout ce que vous voulez. Ça peut être de votre domaine, pas de votre domaine. Ce n'est pas le plus important. 10 pages par jour. Vous lisez 10 pages par jour. Vous laissez TikTok et WhatsApp, les statuts, tout ça. 10 pages par jour. Pas de Waligara, pas de tout ça. 10 pages par jour. Ça fait combien de pages la semaine? Si vous lisez du lundi au vendredi, 70 pages. Vous multipliez ça par 4 le mois. Ça fait quoi? 240 pages, si je ne me trompe pas, ou 280 pages. En moyenne, les ouvrages, en moyenne, c'est entre 200 et 300 pages, un ouvrage, de qualité en tout cas. Et même moins parfois. À la fin de l'année, vous allez lire 12 livres sur une année. Vous multipliez ça par 5 ans si vous êtes en master. Ça vous fait 60 livres. Je vous garantis que vous ne pouvez pas lire 60 livres sans que cela n'impacte sur votre manière de lire et votre écriture, votre niveau. C'est impossible. Ça va se voir. C'est comme l'enfant qui regarde Messire jouer tous les jours. À un moment donné, il va faire comme lui. Maintenant, si vous ne lisez pas, c'est là où vont se cacher les connaissances, les choses que vous devez savoir. Et donc, à la fin, vous allez être des diplômés et non des intellectuels. Vous allez sortir avec une licence en informatique, mais vous n'avez aucune compétence linguistique. Aucune entreprise va vous prendre.
Et vous allez accuser Sonko ou Diomaye parce qu'ils n'ont pas tenu parole. Non, c'est vous qui n'avez pas tenu parole. C'est vous. Les compétences, savoir lire, c'est une compétence. Savoir écrire, savoir synthétiser, tout ça, c'est des compétences. Et la clé de ces compétences-là, c'est d'accepter de souffrir, de lire en anglais, en français, si vous voulez. Mais lisez. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas faire un long chemin dans ce système LND que mon grand frère va vous présenter. Je vous remercie. Ça a été très riche, concis et précis. Et donc, sans transition, on laisse... Merci à l'amicale des étudiants de Diofior, à travers son président, Mohamed Sarr. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de se réunir aujourd'hui, et paix à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais dire merci à notre doyen, le doyen Cheikh Kali, parce que le doyen Cheikh Kali oui, c'est bon. Le doyen Kaling, comme je le disais tout à l'heure, c'est eux qui nous ont accueillis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et c'est eux qui nous ont orientés, guidés, et c'est ça qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, doyen, on ne peut pas vous remercier assez. Président d'honneur de l'amicale, c'est quelque chose qu'il a mérité. Parce que le doyen a toujours été au service de l'amicale. Il n'a pas été comme nous. Merci au docteur Sarr. Je pense qu'il a tout dit et la conférence pourrait s'arrêter là. Parce que moi, je ne peux pas dire plus que ce qu'il vient de dire. C'est quelqu'un que je viens de connaître et c'est l'amicale qui nous a permis de se rencontrer ici aujourd'hui. Mais c'est un grand plaisir de faire votre connaissance et d'apprendre de vos côtés. Je voudrais dire merci également au Dr Ablaye Djidjak, qui est un camarade de promotion. Parce que Dr Ablaye, on a fait la seconde S ensemble ici à Diofior, au lycée de Diofior. C'est après qu'il a quitté pour continuer à Dakar et nous étions restés pour continuer. Donc merci Dr Ablaye. Merci également Palamine, comme on a l'habitude de le nommer, qui est un ancien président de l'amicale des étudiants de Diofior. Merci à l'ensemble des étudiants, merci aux représentants du maire. C'est un peu difficile de demander à un enseignant de faire 30 minutes ou 15 minutes parce que l'enseignant d'habitude, il est trop bavard. Et si je risque de déborder, il faudra me dire que vous êtes en train de déborder. Mon collègue l'a bien expliqué, le système LMD. Et il faut savoir que le système LMD, ce n'est pas ce système qui a toujours été déroulé dans les universités. Nous, par exemple, on a suivi les deux systèmes. Mais ceux qui ont fait l'université avant nous, ils n'ont pas fait le système LMD. Ils ont fait un ancien système. C'est ce système LMD maintenant qui est venu après et qui a été commencé à être appliqué au Sénégal en 2010-2011. Donc, ceux qui ont fait l'université avant n'ont pas suivi ce système LMD. Et tout bachelier, après l'obtention du bac, vous devrez vous poser la question à savoir quel est le système qui est utilisé dans l'enseignement supérieur du Sénégal ou bien ailleurs. Parce que ce n'est pas évident qu'après le bac, vous devez rester au Sénégal pour faire vos études supérieures. Vous pouvez quitter le pays.
Ce système qui est utilisé, c'est ce système qu'on appelle le système LMD. Et mon collègue l'a bien défini, c'est un système qui comporte 3 niveaux. Il y a la licence, le master et le doctorat. La licence, c'est ce qu'on appelle le premier cycle, qui dure 3 ans. Si on vous dit ça dure 3 ans, ça c'est le minimum que vous devrez faire pour avoir la licence. Mais un étudiant peut faire 4 ans pour avoir la licence parce qu'au cours du cycle, peut-être il peut y avoir une année qu'il n'a pas pu valider et qu'il a repris pour pouvoir la valider. Dans ce cas, il peut faire 4 ans pour obtenir la licence. Mais le minimum, c'est 3 ans. Le master également, le minimum, c'est 2 ans pour avoir le master. Et le doctorat, le minimum, c'est 3 ans. Ce qui fait la différence entre les systèmes en est que, avec le système LMD, vous avez la possibilité de faire des semestres comme au lycée. Chaque année, vous avez 2 semestres à valider. Et chaque semestre est constitué par ce que mon collègue a nommé tout à l'heure, unités d'enseignement. Le semestre, vous avez des unités d'enseignement et au niveau de chaque unité d'enseignement, vous avez ce qu'on appelle des éléments constitutifs qu'on nomme EC. Et pour valider le semestre, vous devrez valider toutes les unités d'enseignement. Et pour pouvoir valider l'année, vous devrez valider les 2 semestres de l'année. Et si vous validez un semestre, parce que chaque unité d'enseignement, on attribue ce qu'on appelle des crédits au niveau de chaque unité d'enseignement. Le crédit, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. Et si vous validez cette unité d'enseignement, vous bénéficiez, vous capitalisez les crédits qui correspondent, qui ont été affectés à cette unité d'enseignement. Et chaque unité d'enseignement est notée sur 20, comme les notes que vous avez l'habitude d'obtenir au lycée. La note, c'est sur 20. Mais la note de l'unité d'enseignement est déduite des notes qui sont au niveau des EC. Par exemple, si l'unité d'enseignement renferme 3 EC ou 2 EC, c'est la moyenne de ces 2 EC qui va définir la moyenne de l'unité d'enseignement. Si maintenant cette moyenne est supérieure ou égale à 10, ça veut dire que vous avez validé l'unité d'enseignement. Si cette moyenne est inférieure à 10, cette unité d'enseignement, il y a 2 possibilités au niveau du résultat. Soit vous la validez par compensation, ou bien l'unité n'a pas été validée. Et dans ce cas, on va vous mettre un V pour dire que c'est validé, ou bien un NV pour dire non validé. Parce que le plus souvent, après délibération, tu vois des étudiants qui viennent te dire, mais professeur, que signifie NV, que signifie VC? Parce qu'ils ne l'ont jamais vu. C'est à la suite des résultats qu'ils ont vu des affiches et ils ont vu des abréviations. Bien vrai qu'on mette les significations en bas, mais ils ne prennent pas le temps, comme l'a dit mon collègue, de lire tout pour pouvoir connaître c'est quoi V, c'est quoi VC, etc. Et si vous validez l'ensemble de ces unités d'enseignement, ça veut dire que vous avez une note supérieure égale à 10 pour chaque unité d'enseignement. Vous validez le semestre. Et si vous validez le semestre, vous avez 30 crédits que vous avez capitalisés. Parce que le cycle de licence, il y a 180 crédits que vous devrez capitaliser pour obtenir la licence. Chaque année, il y a 60 crédits à capitaliser. Mais il y a des choses que nous devons préciser. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas 10 sur 20 pour l'unité d'enseignement, que tu ne vas pas la valider. Tu peux la valider par compensation. Parce que vous pouvez avoir une autre unité d'enseignement où vous avez par exemple 14 sur 20, d'autres vous avez 15 sur 20, d'autres vous avez 7 sur 20. Mais les unités qui vous ont permis d'avoir une note de 15 sur 20 peuvent vous permettre de compenser l'unité où vous avez eu les 7 sur 20. Dans ce cas, on va vous mettre un VC, c'est-à-dire validé par compensation. Et si vous validez ces unités d'enseignement, là c'est important. Vous validez le semestre, ou bien vous validez même les 2 semestres de l'année. Vous devrez passer à un niveau supérieur. Parce que la licence, on va vous parler de L1, L2 et de L3. La première année de la licence, c'est ça qu'on appelle L1, licence 1, ensuite licence 2, ensuite licence 3. Si vous validez,
soit vous validez avec mention passable, ou bien vous validez avec mention assez bien, ou bien avec mention bien, ou bien avec mention très bien. Ce sont ces 4 mentions qui existent au niveau licence. Passable, assez bien, bien et très bien. Et pour obtenir la mention assez bien, il faut avoir une note supérieure à 12, ou bien comprise entre 12 et 13,99. Si c'est entre 14 et 15,99, c'est une mention bien. Et à partir de 16 jusqu'à 20, c'est une mention très bien. Je voudrais insister par rapport aux mentions, parce que la poursuite des études, ça dépend de la performance de l'étudiant au moment de son cycle. Par exemple, si vous terminez la licence pour faire un master, c'est une compétition. La plupart des masters, c'est une sélection. Donc si vous n'avez pas un bon dossier, vous risquez de ne pas faire le master que vous souhaitez faire. Parce que s'il y a une compétition, on prend les meilleurs. Et le nombre d'étudiants est limité au niveau des masters. Donc, dès la première année, et je pense que vous êtes déjà initié à ça, parce qu'au niveau du bac, on vous dit que le bac se prépare dès la classe de seconde. Parce qu'il y a les aspects de moyenne de cycle que vous devez préparer dès la seconde. À l'université aussi, c'est pareil. Dès la première année de licence, vous devrez tout faire pour accumuler des mentions, pour pouvoir être compétitif et faire le master que vous souhaitez faire. Donc, ces mentions sont importantes. Et là, maintenant, ce système LMD, les avantages, c'est quoi? Parce que si on vous parle d'un système, on doit connaître les avantages de ce système. Ce système LMD, ça a permis de redéfinir les programmes et les méthodes d'enseignement. Parce que ce qui se passait auparavant, ce n'est pas exactement ce qui se fait actuellement. Et je pense que vous avez eu la chance de vouloir suivre ou bien de suivre le système LMD. Parce qu'à notre temps, les années n'étaient pas semestrialisées. Et là, vous allez faire un semestre 1, ensuite passer au semestre 2, et les matières que vous allez faire, ou bien les unités d'enseignement que vous allez faire au semestre 1, sont différentes des unités d'enseignement que vous allez faire au semestre 2. Et ça vous permet de mieux apprendre donc Ça, c'est parmi les avantages du système LMD. Le fait que les programmes ont été modifiés et adaptés par rapport aux besoins du marché. Ce n'est pas tous les programmes qui ont été modifiés. Il y a des programmes de l'ancien système qui continuent toujours. Ensuite, ça a permis de diviser l'année en 2 semestres, ce qui n'existait pas. Là également, il y a un système d'évaluation qui existe actuellement, qui permet d'évaluer les offres de formation pour pouvoir les améliorer. Auparavant, c'était les mêmes choses qu'on répétait, mais actuellement, c'est possible d'améliorer donc les offres de formation, d'ajouter même des unités d'enseignement ou bien modifier des essais. Ensuite, l'intégration des TIC, c'est avec le système LMD. C'est-à-dire les modules que vous aurez, ça dépend de la filière que l'étudiant va suivre. Vous pouvez avoir des unités d'enseignement où vous allez apprendre l'informatique. Ce qui était très rare, même si ça existait dans l'ancien système. Il y a la capitalisation des unités d'enseignement. C'est quoi la capitalisation d'une unité d'enseignement? Si vous faites par exemple la L1, c'est-à-dire la première année de licence, que vous validez, si vous validez cette première année, les unités d'enseignement que vous avez fait au cours de cette année sont capitalisées à vie. Ça veut dire que même si vous changez de formation et que dans la nouvelle formation, vous constatez qu'il y a des unités d'enseignement que vous avez déjà fait ailleurs, vous devez présenter un papier qui montre que vous avez validé ces unités d'enseignement et on doit vous les valider parce que c'est capitalisé à vie. Il y a la flexibilité. La flexibilité, c'est quoi? Par exemple, si vous suivez une licence professionnelle, vous faites la première année de la licence professionnelle et on vous propose dans cette licence ce qu'on appelle des unités optionnelles, c'est-à-dire des unités que l'étudiant va choisir lui-même.
on te présente 3 à 4 unités d'enseignement, on vous dit que ça c'est optionnel. Parmi ces 4, tu choisis 2 que tu vas faire. L'étudiant est libre de choisir les 2 unités d'enseignement qui lui conviennent. Ça c'est une flexibilité. L'étudiant également est libre même parmi ces unités d'enseignement. S'il y a une autre formation dans la même faculté qui fait ces unités d'enseignement, l'étudiant est libre d'aller suivre ces unités d'enseignement dans cette formation et les valider là-bas. Et une fois que c'est validé, la formation initiale va les comptabiliser et vous allez capitaliser donc les crédits qui correspondent à cette unité d'enseignement. Donc ça, c'est une flexibilité. La transférabilité également, c'est pareil. Et la professionnalisation. Parce qu'auparavant, ce qu'on faisait, c'était des cycles académiques. C'était purement académique. Après la licence, presque vous ne pouvez rien faire, à part aller enseigner ou aller faire autre chose, mais vous n'avez pas des capacités pour aller travailler dans le marché. Vous n'avez pas été formé pour aller travailler dans le marché du travail, à part enseigner. Et ça, avec le système LMD, vous avez ce qu'on appelle des formations qui sont professionnelles, que vous pouvez suivre, et après avoir obtenu le diplôme, vous serez compétent pour aller travailler dans les entreprises ou ailleurs. Et la mobilité également, parce que le système LMD, actuellement, vous avez la possibilité d'aller étudier ailleurs, bien vrai que ça existait auparavant, mais c'est plus facilité avec le système LMD. Donc, dans l'espace des pays qui font le système LMD, après avoir obtenu la licence, par exemple, à l'Université de Dakar, quelle que soit la licence, vous pouvez aller à l'étranger faire un master, parce que vous avez déjà capitalisé les 180 crédits de la licence. Et si vous partez ailleurs pour faire un master, cette licence-là est déjà validée, on peut vous demander juste de fournir une équivalence, c'est-à-dire l'équivalent donc de ce diplôme. Et là maintenant, tout ça c'est des avantages du système LMD. Mais vous nous avez aussi parlé de difficultés et de passerelles. Mais je préfère vous parler des passerelles avant de vous parler des difficultés. Et les passerelles, c'est quoi? C'est la possibilité qui est offerte à l'étudiant de pouvoir modifier son parcours. Je vous donne un exemple simple. On sait, nous tous, comment vous êtes orientés. On vous dit qu'au Sénégal, par exemple, il y a 7 universités ou bien il y a 6 universités, etc. Et quand vous allez faire vos choix, vous devez, au niveau de chaque université, faire au moins 3 choix que vous devez cautionner. Si, par exemple, vous faites ces 3 choix, ça peut vous revenir avec 18 choix. 18. On sait que l'étudiant n'a pas choisi 18. On l'a imposé à faire 18 choix. Mais si on vous demande votre choix, ça ne peut pas dépasser 2 ou 3. Ça veut dire que votre affectation est aléatoire. Parmi ces 18, on peut vous affecter dans n'importe quelle filière et dans n'importe quelle université. Mais quelle que soit l'université, c'est une université du Sénégal. Quelle que soit la filière également, c'est vous qui l'avez choisie, mais ça peut être une filière que vous ne préférez pas faire parce qu'on vous a obligé de remplir. Donc vous serez obligé de remplir. Mais il peut y avoir même des gens qui disent que je vais juste remplir cette filière, mais on ne veut pas la faire. Et si par hasard on vous oriente dans cette filière, vous allez valider, vous allez partir commencer. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez plus la possibilité de changer votre parcours. Vous pouvez faire la première année au niveau de cette filière et constater au niveau des appels à candidature et autres une formation professionnelle qui a été lancée et qui répond à vos attentes. Mais dans ce cas, vous pouvez faire un test d'entrée pour cette formation professionnelle ou bien vous constituez un dossier, vous déposez. Si on vous sélectionne, vous continuez dans cette formation professionnelle. Donc ça, c'est une passerelle dès la première année. Parce qu'il ne faut pas penser que les passerelles, c'est uniquement au moment de la fin des cycles. Vous pouvez aussi avoir une passerelle à partir de la L2. C'est-à-dire vous avez fait une première année de licence, une deuxième année de licence, et après la deuxième année de licence, après avoir validé,
vous constatez qu'il y a une licence professionnelle qui a été lancée quelque part. Et vous pensez que cette licence professionnelle répond à vos attentes. Dans ce cas, vous pouvez aller postuler pour cette licence professionnelle. Parce que les licences professionnelles, il y a deux types. Il y a une licence professionnelle que vous pouvez faire à partir après le bac, première année, deuxième année, troisième année de licence professionnelle, comme vous pouvez faire une licence académique et après 2 ans, vous intégrez une troisième année d'une licence professionnelle. Et dans ce cas, cette licence, vous allez donc la faire pour cette troisième année tout court parce que vous avez déjà capitalisé les crédits des 2 premières années de la licence académique que vous avez suivie. Donc, en L2, il y a des passerelles. Et les passerelles, ce n'est pas uniquement au niveau des licences professionnelles. Vous pouvez aussi faire un concours pour faire un cycle, boucler un cycle ingénieur. Intégrer donc une école d'ingénieurs. Et dans ce cas, vous allez ajouter 3 autres années pour pouvoir donc devenir un ingénieur. Donc, ça ne veut pas dire que si on vous affecte, par exemple, en biologie, chimie et géosciences, là où je suis, vous ne voulez pas faire cette biologie, chimie et géosciences, que c'est fini. Il y a des passerelles. Et c'est ça l'importance des passerelles. Et même si on vous oriente, ça c'est important. Par exemple, au niveau de la faculté des sciences et techniques, vous pouvez être orienté en physique-chimie. Mais, arrivez, vous validez, vous vous inscrivez, mais vous savez en âme et conscience que vous ne pouvez pas réussir en physique-chimie. Par exemple, au baccalauréat, vous avez eu la chance de tomber sur un exercice que vous maîtrisez, vous vous retrouvez avec 14 en physique-chimie, alors qu'en salle, vous n'avez jamais eu 12 ou 11 en physique-chimie. Là, par hasard, vous avez eu une bonne note au bac, mais vous savez vous-même en âme et conscience que vous ne maîtrisez pas les physiques-chimie et vous aurez des difficultés pour réussir. Là, vous avez la possibilité, après inscription, de faire une demande de changement de section. L'orientation n'est pas définitive. Vous pouvez demander de changer de section. Si vous pensez que vous pouvez réussir en mathématiques ou en biologie, vous pouvez, après avoir s'inscrit en physique-chimie, formuler une demande que vous allez combiner avec le certificat d'inscription et que vous allez déposer au niveau de la faculté. Et si c'est accepté, on va vous changer la section et vous allez suivre votre cycle en biologie au lieu de rester en physique-chimie. Tout ça aussi, c'est possible. Des passerelles existent également une fois que vous terminez la licence. Soit, après la licence, vous faites le master. Et au niveau de ces masters, vous avez plusieurs masters qui existent dans les facultés ou bien dans les départements. Vous allez choisir un master qui répond à vos attentes. Mais pour choisir un master qui répond à vos attentes, je vous l'ai dit auparavant, il faut avoir un bon dossier. Et avoir un bon dossier, ça veut dire avoir beaucoup de mentions au cours de la licence. Voilà. Et une fois que vous avez fini la licence, soit vous faites un master, ça peut être un master académique, si vous voulez continuer à faire le doctorat après. Ça peut être un master professionnel si vous voulez, après 2 ans, travailler. Comme vous pouvez aussi intégrer une école d'ingénieurs, soit au niveau des instituts ou bien au niveau des écoles. Comme vous pouvez quitter même l'université publique pour aller dans le privé et faire là-bas une formation professionnelle si les masters qui existent au niveau des universités privées ne répondent pas à vos attentes. Si vous avez les moyens, vous pouvez quitter l'université publique pour aller dans le privé et continuer vos études. Tout ça, c'est possible. Et après le master également, soit vous continuez en doctorat, ou bien vous allez faire un autre master, parce que c'est possible. Tu peux voir un étudiant qui a 2 masters ou 3 masters. Par exemple, vous avez fait un master. Après les 2 ans, vous constatez que vraiment ce master que j'ai fait ne répond pas à mes attentes. Et vous voyez un autre master qui peut répondre à vos attentes. Dans ce cas, vous pouvez, après ce master, aller vous inscrire dans une autre master. Et en plus de cela, des concours existent. Par exemple, le doyen Cheikh Kaling, il est à la FASTEF. Quel que soit votre niveau, vous avez la possibilité de faire un concours à la FASTEF.
Et le concours à la FASTEF, c'est pour enseigner. Moi, j'avais opté pour l'enseignement. Voilà. Je n'ai jamais pensé faire autre chose qu'enseigner. Mais actuellement, c'est très difficile de voir un étudiant qui choisit l'enseignement comme métier. Voilà. Mais vous avez beaucoup de possibilités actuellement. Et je vais finir par les difficultés. J'espère que je n'ai pas épuisé le temps. Je vais finir par les difficultés que vous pouvez, qui existent dans le système LMD. Les programmes qui ne sont jamais terminés. Ça, c'est une difficulté. Moi, j'ai été recruté à l'université en 2017. Je n'ai jamais fini un programme. Parce que tu débutes un programme, on te dit que non, l'année, on doit rattraper l'année. On réduit le semestre en 10 mois au lieu de 12 mois. Et l'année passée même, on a réduit le semestre en 6 mois, en 6 semaines. 6 semaines. Pour un semestre qui devrait durer 12,5 semaines. On te dit que non, l'année, on doit rattraper. On a commencé au mois de mars, donc il faut faire 10 mois. Ou bien il faut faire 6 mois pour le semestre. C'est à toi de voir maintenant ce que tu peux dérouler dans ton programme pendant les 6 mois. Pendant les 6 semaines, autant pour moi. Le passage des masters en master qui n'est pas automatique. C'est-à-dire, si vous obtenez la licence, vous demandez, vous constituez un dossier pour pouvoir donc postuler pour un master. Mais au moment où vous postulez, vos camarades étudiants également postulent. Et si le master n'a besoin que de 12 étudiants ou bien de 20 étudiants maximum, il reçoit 100 demandes, il est obligé de prendre uniquement les 20. Ça veut dire qu'il y a une compétition. Ça, c'est une difficulté. Parce que l'étudiant peut ne pas avoir la possibilité de poursuivre ses études en master au niveau du master qu'il souhaite faire. Ça, c'est un problème. La durée des masters. On vous a dit que le master dure 2 ans. La thèse, le doctorat dure 3 ans. Mais en réalité, dans la pratique, tu peux voir un étudiant qui fait 5 ans pour avoir son master. Et pourtant, ça devrait durer uniquement 2 ans ou bien maximum 3 ans. Mais c'est très rare de voir actuellement un étudiant qui finit son master en 2 ans. Ça aussi, c'est un problème. Les doctorats aussi, pareil. C'est très rare de voir un doctorat qui finit en 3 ans. Le plus souvent, c'est 4 ans, 5 ans pour finir ton doctorat. Ça veut dire que ce qui est inscrit dans les textes, c'est 8 ans pour avoir le doctorat. Mais si tu fais ton master pendant 5 ans, tu avais déjà fait une licence pendant 3 ans, 5 ans plus 3, ça fait 8 ans, tu as déjà bouclé les 8 ans qui devraient te permettre d'avoir le doctorat et tu n'obtiens que le master. Ça, c'est une difficulté. La non-conformité également entre certains diplômes et les besoins du marché. C'est pourquoi quand vous allez faire les choix, il faut faire très attention. La plupart vont vous dire que le master, c'est un master professionnel. Si tu termines, tu auras un travail. Alors qu'en réalité, le master n'est pas un master professionnel. Et si tu finis, tu vas peiner pour avoir un travail. C'est pourquoi la plupart des étudiants qui ont le master, la plupart est devenu commerçants. Ils ne font que faire des statuts de vente et autres. Parce que le master qu'ils ont obtenu ne leur permet pas de travailler. Il y a également le manque, le non-développement de l'enseignement à distance. Imaginez quand on a fermé l'université Cheikh Anta Diop. Les UVS n'ont pas ce problème. Eux, ils peuvent dérouler leurs enseignements à distance. Mais quand on a fermé l'université Cheikh Anta Diop, mais nous, on a eu tous les problèmes pour pouvoir dérouler nos enseignements à distance. On n'a pas du tout fait des enseignements à distance. Ce qu'on a fait, c'est tout sauf enseignement à distance. Parce qu'on a juste déposé les cours dans les plateformes et les étudiants sont partis les télécharger. Ça, ce n'est pas de l'enseignement. Parce que ces cours, si vous partez dans l'Internet, vous pouvez avoir même des cours qui sont meilleurs que les cours qu'on vous a déposés au niveau des plateformes. Ça aussi, c'est un problème. Le manque d'effectifs des enseignants. Il y a un manque d'effectifs des enseignants
au niveau presque de toutes les universités du Sénégal. Donc, il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Et s'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, je vous ai donné un exemple par rapport au master, où les étudiants traînent pendant des années pour finir même les cours des masters. Parce que les enseignants ne sont pas nombreux, et pour la plupart des masters, on te dit que si tu n'as pas le doctorat, tu n'as pas le droit de faire cours. Là, ce n'est pas évident. Et les enseignants sont débordés tous les jours. Tous les jours, on est débordés. Moi, par exemple, je suis à la fac tous les jours de 8h à 20h, du lundi au samedi. À part prendre la pause, manger et retourner. Tous les jours. Et je ne parviens pas à finir mon travail. Donc, c'est un problème, parce que tu fais le travail que 5 enseignants devraient faire. C'est un seul enseignant qui le fait. Donc, ce n'est pas évident qu'on vous permette de finir vos masters à temps. Ensuite, il y a l'insuffisance du nombre d'universités et des offres de formation. Insuffisance. Il n'y a pas assez de masters. Il n'y a pas assez d'universités. Il ne faut pas penser qu'il y a 8 universités au Sénégal, que c'est assez. Non. Allez voir les effectifs au niveau des universités. À l'université de Dakar, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Tu entres dans un amphithéâtre, parce que ça, on l'observait à la faculté des lettres, mais les étudiants s'assoivent par terre, des scientifiques, parce que l'amphi est complètement rempli. Et chaque section est divisée maintenant en 3 cohortes. Auparavant, c'était 2. Et l'enseignant est obligé de faire le même cours 3 fois dans la semaine. Et les amphis sont remplis. Ça également, c'est un problème. Le manque d'accompagnement des établissements privés également. Parce que ces établissements privés pouvaient aider les établissements publics à former les étudiants. Mais les établissements privés, s'ils ne sont pas accompagnés, ils auront des problèmes pour pouvoir donc avoir les moyens qu'il faut pour accompagner les étudiants. Parce qu'on sait que si vous demandez aux étudiants de payer certaines sommes, vous n'aurez pas beaucoup d'étudiants qui vont venir payer cette somme parce que nous sommes dans un pays en développement. Les gens n'ont pas les moyens pour pouvoir payer certaines formations. Donc, à obtenir sa licence dans un établissement privé, de pouvoir faire son master à l'université Cheikh Anta Diop, par exemple, qui est une université publique. Mais les étudiants qui sont dans les privés, ils peinent à intégrer l'université Cheikh Anta Diop. On va vous parler d'équivalence. Certains vont vous dire que comme tu n'as pas étudié ici, si tu veux continuer tes études ici, tu vas payer telle somme. Et tu n'as pas cette somme. Donc ça, c'est un manque de connexion entre les établissements. Il y a également le manque d'ouverture de l'espace sénégalais de l'enseignement supérieur et l'Afrique et le monde. Il y a un manque d'ouverture. Et ça peut freiner la possibilité à certains étudiants de pouvoir quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Ça peut leur rendre la tâche très difficile. Et pour finir, ce système LMD, c'est un système qui a commencé depuis l'année 2010, voire l'année 2011. Actuellement, on est en 2024. Ce système n'a jamais été évalué. Après 13 ans d'activité, le système n'a jamais été évalué pour qu'on puisse voir ce qui ne va pas dans ce système et qu'on puisse modifier et améliorer. Et je pense que c'est ça qui nous manque actuellement. Et merci pour votre aimable attention. Chers étudiants, chers invités, c'est avec un plaisir que je suis venu assister à cette rencontre qui est si bénéfique. Donc, c'est pour donner une précision. Je devais être là en tant qu'accompagnateur du maire. Parce que nous tous, nous savons la situation qui s'est passée aujourd'hui. Donc, le maire nous avait informé que la rencontre devait être aujourd'hui à 10 h. Mais comme nous le savons, les nuages n'écoutent pas la météo. Tout a changé. Donc, dans l'urgence, il m'a appelé de venir lui représenter. Donc, c'est comme ça que les choses se sont déroulées. Et donc, comme vous le savez,
l'association l'ARD est un partenaire de la mairie depuis des années. Et nous souhaitons que ce partenariat continue dans les règles de l'art. Donc, en tant que représentant du maire, je vais essayer de rendre le compte-rendu fidèle. Et pour terminer, nous souhaitons à tout un chacun une réussite à toutes vos entreprises. Et nous souhaitons également une longue vie et une bonne santé. Donc on est là. Et après maintenant, nous allons essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rendre fidèlement ce qui va se passer. Éventuellement, s'il y a des doléances également, nous allons essayer de faire le plaidoyer. Donc, je vous remercie. Le président va vous transmettre le bout de phrase de son discours où il parle de la mairie. D'accord? Et donc, merci beaucoup. Merci, vous avez suivi les deux présentations. Vraiment, ont apporté des éclairages sur la thématique du jour. Et M. Sarr a commencé à rappeler un peu l'historique du LMD, comme également là où M. Tofen Diom a voulu terminer. Le LMD a été intégré dans les années 2010-2011 dans les universités publiques du Sénégal. Mais ceci aussi avec un but, c'est que M. Tofen Diom a parlé des avantages. Le but principal était de rendre plus professionnels les enseignements, de permettre également aux étudiants d'avoir la chance de capitaliser des crédits, mais également la possibilité de les transférer. Autrement dit, que l'étudiant qui suit un parcours ici à Dakar, à l'université de Dakar, pouvait facilement à la fin de son semestre peut-être regagner une autre université dans un autre pays ou bien dans le même pays. Ce qui était vraiment très, peut-être quand même facilité les étudiants, cette idée de mobilité qu'il a dit, mais également dans un souci de flexibilité, mais également d'amélioration continue de ce qui s'est fait. Merci M. Tofen pour le point d'avoir insisté sur les avantages de ce système LMD. Mais également le découpage, tous les deux présentateurs également sont revenus là-dessus, que le système LMD est découpé en 3 cycles, la licence, le master et le doctorat, et chaque cycle avait sa durée spécifique. Mais également pour chaque cycle, c'était subdivisé en semestres, et donc vous avez pour le premier cycle déjà, la licence, vous avez 6 semestres. Et chaque semestre, il fallait au moins avoir 30 crédits pour pouvoir valider ce semestre-là. Donc pour l'année, vous avez au moins 2 semestres, donc c'est équivalent de 60 crédits. Je crois que c'est clair, ce n'est pas le crédit téléphonique, c'est bon. Et donc, c'est justement le temps de travail qu'on a converti en crédit. Et donc, les unités d'enseignement ou les UE, mais également les EC, avec leur durée de travail, auront également un équivalent en crédit. Et généralement, 20 heures de temps est l'équivalent d'un crédit. Et donc, ça dépend également, peut-être, il y en a aussi ce que les autres enseignants vont parler du temps de travail personnel de l'étudiant, qui peut également être capitalisé dans ces crédits-là. Et donc, au-delà de ces systèmes de crédit et de semestrialisation, les semestres également, comme ils l'ont dit, sont découpés en EC, unités d'enseignement. Et ces unités d'enseignement sont composées d'éléments constitutifs, c'est-à-dire de modules ou de matières, comme vous l'avez l'habitude de le dire. Si je prends un exemple terre à terre, c'est comme on prenait, par exemple, la matière mathématique, et vous divisez mathématiques en plusieurs modules, en plusieurs autres matières. Statistique, une matière, probabilité, une matière, et on vous dit que c'est cet ensemble de ces deux matières qui vont constituer ce qu'on appelle l'unité d'enseignement. Et donc, il faut valider mathématiques. Pour valider mathématiques, il faut valider probabilité et statistique. Mais il vous dit, tu peux également valider mathématiques, même si vous n'avez pas la moyenne, et que vous avez une moyenne en physique, chimie, et il se peut que dans certaines universités, qu'il y ait une compensation entre unités d'enseignement. De la même manière également, il peut y avoir compensation entre EC. Les EC peuvent être constitués de plusieurs modules ou bien d'un seul module. Il peut également avoir plusieurs unités d'enseignement dans un semestre. Ça, c'est évident.
Merci vraiment pour ces éclairages. Et M. Sarr est revenu quand même. C'est ce qu'il vous faut. Ça, c'est quand vous y êtes. Comment se préparer à l'université? Et il est bien, M. Sarr, en tout cas, c'est ce que j'ai pu noter. Il est très excellent par rapport à ses conseils, très précis également à ses conseils. Donc, suivez bien les conseils de M. Sarr pour réussir vos premiers pas à l'université et votre cycle. Il dit, il faut lire. Pour nourrir votre ventre et votre corps, lisez pour nourrir votre esprit. Évitez de trop de réseaux sociaux comme TikTok, il en a parlé, et Internet. Même si on sait que Internet c'est un couteau à double tranche. Donc, vous ne faites pas côté. Et soyez autonome. À l'université, du ñëpp dañuy jog di jangi, nga ne damay jog dem jangi. Allez. Donc, connais-toi toi-même, comme disent les philosophes, et tu connaîtras les dieux. Donc, connais-toi toi-même. Et pour se connaître, il dit, il faut d'abord chercher à avoir confiance en soi, M. Sarr. Il faut bien se préparer, être humble, accepter de dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Accepter d'apprendre. Ayez la volonté de servir votre communauté. Et M. Cheikh Kaling en a abordé tout à l'heure pour vous dire, vous pouvez également être dans la vie associative. L'exemple ici, l'ARD, pour pouvoir servir plus facilement votre communauté. Mais M. Tofène Diom a rajouté que vous pouvez servir votre communauté en tant qu'enseignant, M. Sarr, en tant qu'infirmier, en tant que médecin et dans tous les domaines de la vie. Armez-vous d'un bon mindset, état d'esprit. N'abandonnez pas et faites un bon choix. Et d'ailleurs, on est là pour vous accompagner à faire un bon choix. Mais surtout, ayez un projet professionnel. Ce n'est pas mes dires, ce n'est pas mes mots. Xam leen li ngeen bëgg a def, li ngay choisir. Et donc aujourd'hui, M. Sarr l'a dit, ne le faites pas parce que tonton m'a dit de faire, ne le faites pas parce que papa m'a dit de faire, mais faites-le parce que c'est ce que vous voulez faire. Maintenant, nous sommes là pour vous guider. Parce qu'on a déjà traversé l'autre rive. Et donc, M. Sarr également de rajouter qu'il faut bien gérer votre temps une fois que vous êtes à l'université.